bonjour à tous, c'est samedi, c'est le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. Je rappelle l'adresse pour ceux qui ne la connaissent pas, cqfr.rivers@gmail.com. Voilà, on a eu pas mal de nouveaux abonnés, nouveaux auditeurs ces dernières semaines, enfin plutôt ces 2 dernières semaines depuis le transfert de Luka Doncic. Donc voilà, si jamais le samedi on fait un CQFR, on répond à toutes vos questions. Si ça vous intéresse, j'ai donné l'adresse et maintenant je vais donner la parole à Shai. Très bien, on commence tout de suite les gars avec une question très simple, parce que parfois on sait que nos auditeurs sont inspirés J'ai cru que tu allais dire autre dans le chose. roman. Non, c'est une question très, très courte. J'allais dire que nos auditeurs avaient parfois de très belles plumes et pouvaient poser des questions longues et très, très détaillées. Là, c'est une question de Martin qui nous demande tout simplement, d'après vous, est-ce que Jimmy Butler aura son maillot retiré par le Miami Heat un jour? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que voilà, là, ça s'est très mal passé sur la fin, mais comme on en avait parlé je crois que c'est dans un CQFR précédent, c'est pas la première fois que ça se passe mal avec le Heat sur la fin de carrière de certains joueurs. Je rappelle, Dwayne Wade a été tradé, LeBron est parti. Je pense que ça se rabibochera en temps et en heure, que son maillot sera retiré. Voilà. Pour rappel, le Heat a quand même retiré même le maillot d'un joueur qui n'a jamais joué à Miami. Ils ont retiré le maillot de Michael Jordan. C'est pour dire que je pense que pour leurs anciennes gloires, ils font le job aussi. Je serais tenté de dire oui aussi. Il a quand même passé un peu plus de 5 saisons à Miami. Il y a 2 finales, il y a des parcours assez mémorables. La finale dans la bulle, même la finale en 2023 en sortant du play-in. Donc ouais, je serais tenté de dire oui aussi. Ouais, on peut toujours se poser la question avec des joueurs qui n'ont pas passé 15 ans dans une franchise, mais on a vu par le passé qu'il y avait aussi d'autres exemples de run court qui pouvaient déboucher sur un retrait de maillot. Donc je pense aussi que Jimmy Butler soldera les comptes un jour avec Pat Riley. J'espère en tout cas que du vivant de Pat Riley, ils se rabibocheront et qu'on aura le droit à un retrait de Jimmy Butler au Miami Heat. Je suis curieux de voir le premier match de Jimmy Butler à Miami. Je serais curieux de voir ce que ça a donné quand même. Je pense qu'il y aura poignée de main avec Pat Riley et tout ou pas? Ou tu penses que ça va être un peu tendu? Moi, je pense qu'ils feront quand même le job, qu'il y aura une petite vidéo hommage, etc. au parcours dont on a parlé. J'ai pas fait gaffe cette année s'ils avaient déjà joué les 2 matchs. Si le match à Miami contre les Warriors avait déjà été joué ou pas, ou s'il faudra attendre l'année prochaine. Mais si c'est l'année prochaine, c'est mieux. Qu'il y aura eu le temps de d'oublier un petit peu les déceptions. Question de Maxime de Dijon, il nous précise. Quasiment toutes les promos de draft ont amené un joueur dans une équipe All-NBA dans les années qui ont suivi. J'ai personnellement du mal à trouver quel joueur pourrait en faire partie dans les années à venir sur la QV de cette saison. En gros, qui imaginez-vous devenir une star pour intégrer une équipe All-NBA dans les années à venir, dans la classe de draft la plus récente? All-NBA, c'est pas facile. Hein. Déjà, All-NBA, je suis en train de regarder, il y a quand même quelques drafts où ça mène pas, je pense, mais et peut-être celle-là, elle en fera peut-être partie. Après, ça peut être juste qui sera la plus grande star de cette classe de draft. C'est une possibilité aussi, parce que c'est vrai qu'elle est un peu énigmatique, mais... All-NBA, je suis pas sûr qu'on aura. Hein. Ouais. Ça peut être third team aussi. Hein. Ouais, mais même third team. Hein. On peut tricher et mettre all defensive team. Tu vois, sur les All-Stars, ça aurait été plus simple de parier sur des potentiels All-Stars, mais effectivement, All-NBA, c'est une bonne question, quoi. Pas sûr qu'il y en ait, moi. Et le plus proche, je dirais peut-être Kelly Ware. Ouais. Même pas sûr. Et si on étend ça au All-Star, du coup, vous voyez quel joueur être All-Star dans un ordre de probabilité là-dedans? Castle, il pourrait, je pense. Je peux vous redonner les joueurs. Hein. Risa Shepard, ouais. Castle, Ron Holland, Tidjane Salin, Donovan Cunningham. Kelly Ware sur une saison aussi. À 20-10. Zach Edey. Rob Dillingham. Même Jared McCain, j'ai du mal à me dire que c'est un mec qui va vraiment... Mais bon, qui sait, tu vois. Je vais faire le chauvin franco-français une fois de plus, mais peut-être Rizaché hein, dans une équipe qui gagne, tu vois, dans une bonne équipe. Pas forcément seul All-Star de son équipe, en fait. C'est ça que j'aurais envie de dire, quoi. Tu vois, genre ils envoient 3 mecs. Ouais. Moi, sur les All-Stars, je mettrais une petite pièce si je dois faire un choix un peu surprise. Je trouve que Dillingham, il a un peu un style de mec qui peut gratter une place dans un All-Star Game une saison, même si sa carrière est pas fantastique, ce qui est pas garanti du tout, mais il a un petit côté, je vais prendre chaud sur une saison et être énorme et être All-Star, tu vois.
Moi, j'aime bien Dillingham aussi. C'est que mon avis. Et j'aimerais qu'il joue un peu plus à Minnesota d'ailleurs, mais bon, c'est une autre question. Question de Jackie Chanel. En cas de retrouvailles en playoff, je vois que le pseudo vous fait toujours. À chaque fois, je m'y attends pas en fait. À chaque fois, ça me prend par surprise. Alors, je connais évidemment, avec les adresses mail, je connais les vrais prénoms des gens, évidemment. C'est un pseudo. En cas de retrouvailles en playoff, je me demandais qui a le plus à perdre dans le cadre du trade d'un joueur, en général, au niveau tactique, entre l'équipe qui reçoit le joueur et l'équipe qui le voit partir. En effet, si un joueur expérimenté et malin part dans une nouvelle équipe, il connaît les systèmes et les faiblesses internes de son ancienne équipe, donc ça donne un avantage à sa nouvelle équipe. D'un autre côté, son ancienne équipe connaît intimement les faiblesses du joueur, et là, ce serait eux qui sont avantagés. C'est dans un contexte de playoff, c'est ça? J'imaginais, dans la question, oui, voilà, des retrouvailles en playoff, une série de playoffs. Ça pourrait être les Mavs contre les Lakers, par exemple, avec Doncic d'un côté, Davis de l'autre. Voilà. Enfin, ce qui est marrant parce qu'ils connaissent du coup ses faiblesses, mais lui il connaît les faiblesses de tous ses coéquipiers. Alors par contre de tous ses anciens coéquipiers, au-delà de connaître les systèmes, il sait exactement comment battre tel ou tel mec qu'il a maravé potentiellement à l'entraînement. Si on reste sur le cas de Luka Doncic qui a sans doute s'est baladé face à n'importe quel défenseur des Mavs. Mais je dirais que de manière globale, l'équipe qui reçoit le nouveau joueur est un poil plus avantagée, en tout cas est un peu plus avantagée. Tu vois, il a plus d'insight sur la nouvelle équipe, que par définition celle qui... Après pour Dallas, ce qui est marrant, c'est qu'Anthony Davis quelque part, il connaîtrait aussi tous les trucs des Lakers, donc ça serait kiff-kiff. Mais s'il y avait par exemple un Miami, si pareil, Golden State, Andrew Wiggins, il a joué à Golden State. Bref, je dirais que l'équipe qui reçoit le joueur est celle qui est le plus avantagée, moi, tactiquement parlant. Je suis pas sûr que ce fasse une énorme diff, cela dit. Moi j'aurais dit aussi, mais pas forcément d'un point de vue tactique, mais parce que l'aspect motivation, vouloir prouver que l'équipe a eu tort, souvent, ça donne quand même lieu à des exploits, à des cartons. Il y a une exception, mais c'est pas tout à fait le cas. C'est dans un cas très précis où c'est un coach qui a changé d'équipe. Et c'est les Warriors We Believe de 2007, le premier tour face à Dallas. Parce que clairement, avec Don Nelson, il connaissait tous les points faibles de Dallas. Il a appuyé là où ça faisait mal, notamment, il avait un plan de jeu pour limiter et frustrer Dirk Nowitzki qui a fonctionné à la merveille. Mais bon, c'est un peu différent parce que là, c'est le coach qui avait changé d'équipe. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense que l'équipe est plus avantagée. Le joueur est plus avantagé parce qu'il connaît davantage de choses sur son équipe. Je sais pas si moi j'ai pas de souvenir de joueurs comme ça, mais peut-être que là, avec les changements récents, on aura peut-être le cas de vérifier ça dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Question de Sophia. C'est une take. Ma take va faire jaser parce qu'elle concerne un joueur que vous ne portez pas dans votre cœur et c'est justement pour ça que j'en parle. Il s'agit d'un joueur très clivant qui fut overrated il y a quelques années et qui, sous les radars, porte quasi à lui seul une équipe. Vous avez deviné qui c'était ou pas? Trae Young. Et Irving. Aucun des deux. Et c'est James Harden. Oui, James Harden. C'est notre ami barbu James Harden. J'ai regardé pas mal de ses matchs parce que quand Los Angeles joue à domicile, les horaires sont top ici en Chine, puisque Sophia habite à Shanghai. Et honnêtement, je pense qu'il s'agit d'un des plus gros QI basket de la NBA. Tout le monde parle de Chris Paul, de LeBron, mais en sous-estime amplement celui de James Harden que je qualifierais de hustler IQ. Une sorte de IQ streetwise où le garçon sait exactement ce qu'il faut faire pour arriver à ses fins, obtenir ses fautes, contrôler le tempo, changer de rythme, scorer, passer. S'il n'était pas basketteur, je l'aurais bien vu à New York dans les années 90 avec dans le coffre de sa vieille Chevrolet une tonne de trucs à refourguer allant de DVD de Smack Rap Battles au mixtape N1 en passant par des chaînes pionnières ou des magazines Playboy. Même s'il n'a plus le premier pas d'antan, c'est encore un scoreur redoutable, mais surtout, c'est un organisateur hors pair. Grâce à lui, Zubac, très sous-estimé aussi, peut briller. Kawhi n'a pas besoin de se presser pour revenir à son rythme et tous les role-players sont concernés. On voit tellement d'équipes en NBA qui jouent comme des poulets sans tête que c'est rafraîchissant de regarder un vet dans un rôle de floor general qui lui va comme un gant. On arrive bientôt à la question. Oui, il a ses limites, surtout en play-off. Oui, il est arrogant. Oui, c'est une diva. Et oui, il aime les strip clubs et les burgers. Mais quand il dit « I'm the system » et que tout le monde se marre, je pense qu'il dit tout simplement la vérité. Yes, he is the system. Je sais que vous n'êtes pas fan de lui, mais j'aimerais, s'il vous plaît, avoir votre avis à tous les trois sur ses qualités, ses limites, ce qui vous agace le plus chez lui. Et est-ce que vous partagez mon avis que, mine de rien, il est passé de superstar un peu overrated à plaque tournante underrated dans une NBA de plus en plus stéréotypée et ultra athlétique? Je sais pas s'il est underrated, moi, en fait. Ça dépend, parce que toujours overrated, underrated, ça dépend de la perception. Donc, quelle perception tu choisis? Si je prends mon cas personnel, moi, depuis le début de la saison, j'ai dit que les Clippers, ils allaient être bons, en fait.
Donc, tu vois, je dis même pas ça là pour faire le malin. Genre, je vous avais dit, c'est seulement, tu vois, ça. L'effectif est bon. L'effectif est bon. James Harden est une star. Moi, pareil, c'est un truc qu'on n'a jamais renié, tu vois, le fait que c'était une star, James Harden. Donc, c'est un très, très bon joueur. Oui, il peut être le système. Disons que quand il a un gros taux d'usage et qu'il a beaucoup le ballon, bah, il sait tirer, il sait mettre haut le plancher d'une équipe. Voilà, je vais reprendre ce principe de plancher-plafond. Je dirais qu'avec James Harden, tu as un espèce de plancher où partout où il passe, tu sais que tu vas pas être dégueulasse parce que quand il est présent, il va être plutôt bon. Par contre, il t'emmène pas à un plafond très élevé parce que je pense qu'il n'a pas cette capacité à hausser encore son niveau de jeu en playoff, à franchir des paliers où en playoff, on sait que pour aller loin, il faut. Alors, il l'a quand même à Houston, il l'a fait, tu vois, mais il l'a fait jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire qu'à Houston, quand il est à Houston, on le considère comme un des 4-5 meilleurs joueurs de la ligue, alors qu'en playoff, c'est pas un des 4-5. En tout cas, c'est pas un mec qui te fait aller jusqu'au titre, tu vois. Donc aujourd'hui, à 35 ans, il a toujours ce plancher. Le plafond est moins haut. Je pense que les Clippers ne peuvent pas aspirer à autre chose que jouer le premier tour des playoffs. Je pense que c'est même pas possible de gagner une série. Mais je sais pas, je le trouve pas forcément underrated, à part par ceux qui ont dit qu'il était éventuellement fini. Oui, c'est sûr, si tu compares à d'autres stars comme Paul George ou James Harden, il en a encore, tu vois, il en a encore dans les jambes à ce niveau-là. Parce que son jeu, justement, au final, ne reposait pas complètement sur son premier pas, qui était un moment dévastateur. Il a de l'intelligence individuelle, je trouve, James Harden. C'est un mec qui sait très bien marquer ses points et se créer son tir, en fait, quoi qu'il arrive. Et oui, c'est un bon passeur. C'est un playmaker, mais c'est une forme de playmaker spécial quand même. Malgré les passes décisives, malgré tout ce qu'on veut dire. Oui, il sait tirer des pivots vers le haut, etc. Il sait qu'il code des ballons dans le corner. Ça marche bien avec James Harden, on l'a vu, ça marche bien depuis qu'il est en NBA au final. Je partage tout à fait ton avis sur le côté playmaker. Je sais pas quelle était ta formulation J'ai dit individuelle, un cerveau individuel, je sais plus ce que j'ai dit. Oui. Ouais, Pardon. c'est ça, parce qu'il est. Et c'est pas une critique en fait ce que je dis. Quand je dis ça, c'est pas forcément une critique, mais effectivement, son QI basket est exceptionnel dans le jeu de 1 contre 1. Et finalement, la passe pour le grand, tu sais, le alley-oop, c'est l'extension du jeu de 1 contre 1 de James Harden en fait. C'est-à-dire que je pense pas qu'il ait le même. Tu vois, là où un Chris Paul, j'ai l'impression que son QI basket, il dépasse sa performance personnelle et s'étend vraiment à chaque seconde du match, de la première à la dernière minute. Je suis pas sûr que. Encore une fois, c'est pas pour diminuer le caractère exceptionnel de James Harden, c'est par rapport aux prémices de la question. Je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Même chose pour LeBron, tu vois, je les mettrais pas tous dans la même catégorie, même si c'est un joueur très intelligent, notamment, encore une fois, dans le jeu de 1 contre 1. Pour la question sur côté sous côté, c'est qu'en fait, je pense qu'il est aujourd'hui coté justement, à sa juste valeur, et qu'en fait, l'aspect sous côté, c'est parce qu'en fait, on a cru que ça allait être qu'il allait appartenir à cette classe de joueurs qui te font gagner des titres, qui haussent, et je vais même pas dire, tu vois, tu parlais de hausser son niveau en play-off, Antoine, le problème c'est même pas tant ça, c'est que son niveau en play-off, du moins là où ça a bugué à chaque fois, c'est que s'il n'était pas égal à celui qu'il avait en saison régulière, et en fait, effectivement, il est le système, et c'est à la fois sa force et sa faiblesse, c'est que il ne peut jouer à son plein régime qu'en étant le système, et le système James Harden a une limite, et c'est les playoffs. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus, ou du moins ça ne fonctionne pas assez. Encore une fois, il y a une équipe de Houston qui est passée tout près, quand il était avec Chris Paul, de taper les Warriors, les grands Warriors avec Kevin Durant. C'est la seule équipe qui s'en est rapprochée. Mais c'était le sommet, et finalement c'est pas étonnant peut-être qu'il y ait eu à ses côtés un autre playmaker avec un esprit voilà, un peu plus large sur sa manière de manipuler les matchs et de gérer chaque possession. Voilà, donc c'est malgré tout, ceci étant dit, je m'attendais quand même pas forcément à ce que la fin de carrière de James Harden, même d'un point de vue strictement individuel, soit aussi belle. Voilà, je pense que le terme correspond. Je le pensais effectivement plus sur le déclin qu'il ne l'était. Moi, je vais admettre que je l'ai sans doute sous-coté en début de saison. Enfin, après l'épisode Philadelphie, je le pensais peut-être pas capable d'être vraiment le moteur d'une équipe qui joue top 6, top 8 dans la conférence Ouest, sans l'apport de Kawhi Leonard au début, et en étant vraiment le cerveau et le moteur d'une équipe. Et je le trouve
au-delà des statistiques, des pourcentages et tout, le simple fait qu'ils prennent du plaisir, qu'ils soient heureux là-bas, la relation avec Zubac, et on l'a vu très tôt avec les Clippers, hein, cette envie de bien faire, le fait de rester après les entraînements, de travailler les pick and roll et compagnie. Je m'attendais pas à le voir comme ça, donc pour moi c'est une bonne surprise, et dans ce sens-là, je pense que je l'ai peut-être un peu sous-coté à ce stade de sa carrière, après l'avoir justement coté quand d'autres l'ont surcoté peut-être. Voilà, il y a ce côté limité en playoff, pour la raison pour laquelle on l'aime pas. C'est pas on l'aime pas, mais c'est pas le joueur que je préfère voir jouer au basket, tout simplement, même dans son prime où il était exceptionnel et où il n'a pas volé son titre de MVP et ses places sur le podium à chaque fois. C'est vraiment strictement sur le plan visuel et le style de jeu, mais c'est un énorme joueur, il va aller au Hall of Fame, il aura son maillot retiré à Houston. Voilà, j'ai aucun problème avec James Harden. Et je suis même agréablement surpris par ce que tu disais, Théo, sur la fin de carrière. On ne sait même pas combien d'années il a encore au final. S'il a réussi à faire évoluer son jeu comme ça, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas pousser encore pas mal d'années. Voilà. Après, juste sur le sous-côté, je pense que Zubac, pour le coup, c'est vraiment un joueur sous-côté. Oui. Et qu'effectivement, il bénéficie du fait de jouer avec James Harden, mais je pense qu'on ne réalise pas. C'est vraiment un excellent basketteur, Ivica Zubac. Je vous invite à aller rechercher sur Internet les propos de Magic Johnson, juste après l'avoir tradé aux Clippers, qui laissait entendre que de toute façon, il valait pas plus et qu'il n'aurait pas plus de temps de jeu aux Clippers qu'aux Lakers. C'est vraiment un très bon joueur, Zubac, moi j'adore. Et je pense que c'est l'étranger d'NBA avec le ratio année passée aux États-Unis, niveau d'anglais, le plus élevé peut-être. Le mec a quasiment pas d'accent, c'est impressionnant, même si ça commence à faire quelques années qu'il est là, mais je trouve ça bluffant. Il va être challengé par Victor sur le ratio. Oui, là oui. Je pense Victor si tu compares Victor avec Tony Parker, par exemple, c'est assez frappant. Je trouve que tu as l'impression qu'il a moins d'accent au bout de 2 ans que Parker après toute sa carrière et après avoir grandi avec un père américain. Bref. C'est vrai. Question un peu amusante de Nicolas / Clown Merlin, son pseudo. En 2017, Nicolas avait créé une page Facebook Sixers champion 2025. Il nous demande donc, pensez-vous, avec humour évidemment, pensez-vous que ma prophétie est toujours envisageable? Et combien miseriez-vous sur le fait que les Sixers ne seront pas champions? Le pauvre, parce que franchement, quand il a vu l'intersaison, il a dit yes, oui, ça va le faire et tout. C'est l'année ou jamais. Au bout du compte, c'est peut-être la saison la plus décevante. Ah oui. C'est la saison la plus décevante depuis la fin du process. C'est complètement fou, quoi. Ouais. Et on est au mois de février. Non, j'ai peu d'espoir. Vous miseriez beaucoup d'argent dessus, hein, sur le fait qu'ils ne seront pas champions, on est d'accord? Ouais, mais ça rapportera rien, en fait. La cote, elle est minime aujourd'hui, donc... C'est vrai. Mais oui, aucune chance. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, il nous propose, il avait essayé de refaire un pronostic à nouveau 7 ans plus tard. Et donc, il nous demande qui on voit champion en 2032. Lui, c'est pour dire, et je ne suis pas tout seul à être mauvais en pronostic, il a pronostiqué les Chicago Bulls à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, qui vous verriez, si vous deviez choisir une équipe 2032, dans 7 ans, qui sera champion NBA? Ce sera la 8e saison de WNBA. On nous a posé une question comme ça dans un CQFR, vous vous souvenez? Il y avait un truc comme ça. Je crois qu'on avait dit les Spurs par principe, puisque c'était Wembanyama. C'était le choix le plus simple, quoi. Sinon, je dirais... si c'est pas les Spurs, parce que c'est aussi la première équipe à laquelle j'ai pensé, sinon je dirais Utah. Oh. Parce qu'ils ont tellement de choix de draft qu'à un moment, ça va payer. Alors là. Tu crois? Ça fait... C'est dans assez court, hein, 7 ans. 7 ans, ouais, mais ils ont un bon GM, ils ont plein de jeunes. 7 ans, ça me semble jouable. J'aurais dit Utah, j'aurais tapé dans ces équipes-là, Utah ou OKC à cause des choix de draft, quoi. C'est marrant parce que, tu sais, ça amène une question intéressante. Tu sais, toutes ces équipes-là là, qui ont construit énormément à coup de plein de choix de draft, il n'y en a aucune qui a gagné pour l'instant. Il n'y en a aucune, et même si tu regardes, tu vois, dans les années, même les Sixers au final sont le premier exemple, tu vois. Il n'y en a aucune qui a réussi à aller au bout en ayant vraiment accumulé plein de choix de draft. Tu vois, il n'y en a pas. Franchement, Celtics. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Ils ont 2 choix des Nets. Ils ont pas, et en plus, ils sont même pas mauvais en fait, parce que c'est pas leur choix et ils sont compétitifs. Et par exemple, quand Tatum arrive, ils viennent de faire finale de conférence, tu vois. Les Warriors, sinon pas vraiment... Golden State, t'as pas eu de logique où tu trades des stars, récupérer plein de picks, vraiment repartir de zéro. Et pour Boston, ils ratent même pas les playoffs en fait pendant toute cette période-là. Ils sont constamment en playoffs,
Même avant l'arrivée de Jalen Brown, c'est juste qu'ils ont 2 pics des Nets parce que Billy King avait fait ce truc. Mais là, dans les équipes comme ça, non, parce que souvent, tu as plein de jeunes, c'est dur de tomber sur le bon franchise player. Tu es avec des équipes très jeunes qui perdent, il y a une espèce de culture de la loose qui s'imprègne. Même au KC, c'est magnifique, mais c'est presque un cas à part. Et c'est quand même un sacré truc que chez Gilgeous-Alexander, il soit développé à ce point, en fait. Et ça, c'était pas gagné du tout. Et même Sam Presti lui-même disait, je m'attendais pas du tout à ce que chez Gilgeous-Alexander, il ait ce niveau. Donc, après, ça, c'était plus sur la parenthèse, sur ces équipes qui repartent de zéro. C'est pas lié au Jazz, tu vois, particulièrement, ou le fait que tu aies dit le Jazz. Je dis juste, ces équipes-là, pour l'instant, elles n'ont pas encore prouvé que ça pouvait marcher vraiment, quoi. Bon, Luka Doncic aura 32 ans en 2032, du coup, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, bah du coup, je vais tenter les Lakers, voilà. Sans enthousiasme particulier, hein, mais 32 ans, ça me paraît être un bon âge, voilà. Ce sera peut-être pas le premier des titres, hein, mais bon. Allez, question suivante, question d'Arnaud. Justement, après le trade de Doncic, difficile de ne pas grogner contre les Lakers. Encore une fois, on vient littéralement de leur donner l'un de ces joueurs qui fait office de denrée ultra rare, les fameux talents générationnels, et comme par hasard, ça tombe sur eux. On n'arrive même plus à compter le nombre de fois où les Lakers se sont retrouvés avantagés au détriment des autres franchises. Je n'ose même pas me lancer dans une liste. Comment expliquer le silence assourdissant des 29 autres franchises NBA et de leur fanbase? Bon, j'irai jusqu'à 28, hein, parce que du coup, Dallas, le silence s'explique très bien. Pareil pour les médias US et français. Est-ce qu'au fond, cela n'arrange-t-il pas tout le monde pour le business de la NBA d'avoir cette franchise qui semble profiter d'autres règles que les autres? En tant que fan d'une autre franchise, cela me dégoûte et je passe désormais toutes les sections qui parlent des Lakers. Pareil pour Luka, qui est un joueur que j'aime plus que tout. Je n'arriverai plus à apprécier ce talent unique à sa juste valeur. Question, suis-je juste un hater avec un avis biaisé ou mon ressenti est-il légitime? Je pense que tu es un hater. mais bon, c'est pas grave, hein. Mais par contre, non, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu du silence. Simplement, tout le monde s'est exprimé, mais enfin, Pelinka n'a quand même pas mis une arme sur la tempe de Nico Harrison, hein, jusqu'à preuve du contraire. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, les Lakers savent faire, mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'on puisse leur en vouloir pour autant qu'on puisse avoir des raisons de leur en vouloir. J'ai l'impression que c'est vraiment, manifestement, c'est quand même Dallas qui est responsable avant tout de ce trade. Ouais, moi, je vais reprendre le terme, encore une fois, de Nico Harrison, repris ensuite par Justin Zanik. C'est un cadeau, les Mavs ont fait un cadeau. Voilà, eux, ils ont décidé que leur gars, c'était Anthony Davis. De toute façon, apparemment, beaucoup de monde considère que c'est un bon trade, qu'il ne fallait pas payer 345 millions à Luka, que Anthony Davis, c'est de la défense, que Luka, il ne défend pas, que soi-disant, la défense fait gagner des titres. Allez checker Basket Session, il y aura un article qui arrive bientôt, la défense fait gagner des titres. C'est une très belle formule, mais ce n'est pas tout à fait vrai, c'est bien plus complexe que ça. Donc, écoute, tant mieux pour les Lakers, mais moi non plus, j'ai pas l'impression que les Lakers, là, pour le coup, bah voilà, ça leur est tombé dessus. Étant moi-même un hater, hater des Lakers, c'est pas que je suis un hater des Lakers, c'est juste que historiquement, ils ont souvent balayé des équipes que j'adorais. J'ai souvent eu cette espèce d'impression que, sans que ce soit illégal, je précise, attention, je dis pas qu'ils ont triché ou quoi, mais effectivement, quand on n'aime pas les Lakers, on a toujours cette impression de favoritisme, ou qu'on leur passe des trucs, ou on leur fait ce genre de cadeaux qui n'arrivent pas tellement aux autres. Et du coup, je comprends, je peux pas blâmer les gens qui disent, ah voilà, si tu veux, dans la façon dont ça s'est passé, sauf si on croit ce qui a été dit ces derniers jours, c'est-à-dire qu'il y a eu des offres aussi pour Minnesota et Milwaukee, que Doncic leur a été proposé, ce que je ne pense absolument pas. Forcément, tu dis, ce joueur-là, ils l'ont proposé à une équipe contre une seule contrepartie, point barre. Donc c'est difficile de près de pas se dire, ouais, bah, ils ont des passe-droits, quels qu'ils soient en fait. On a du mal à mettre le doigt dessus. Je précise bien que c'est pas, je parle pas de quelque chose d'illégal, hein, je parle pas d'un complot où il pourrait tricher ou autre. C'est simplement qu'effectivement, pour le business de la NBA, on a l'impression que ça arrange bien tout le monde que les Lakers soient toujours compétitifs, même après des périodes ou des saisons, des années parfois d'incompétence ou de paresse comparé à d'autres équipes qui travaillent bien. Voilà, moi, c'est juste ça. Donc, je comprends, je comprends ton côté hater, Arnaud, et je le tolère totalement. Après, ça arrange bien entendu la NBA que les gros marchés soient performants. Et en fait, voilà, les Lakers, pour la NBA, c'est
mais c'est le jackpot parce qu'en fait, ils doivent avoir autant de fans que de haters. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, tu fais du buzz en fait avec une équipe comme les Lakers. C'est pas les seuls. Hein. Longtemps, la NBA espérait que New York soit à nouveau compétitif, même si c'est ce qui est le cas, même si je suis pas sûr forcément aujourd'hui qu'il y ait le même impact médiatique qu'avec les Lakers. Ils aimeraient bien que Chicago redevienne une équipe qui fonctionne parce que là aussi, c'est un très gros marché, du moins. Ça a longtemps été un très gros marché médiatique. Mais oui, les Lakers, c'est toujours bien, de toute façon, pour la NBA et pour la Ligue, parce que... J'en reviens à la conférence de presse de Rob Pelinka, il a parlé que de ça pendant les premières minutes. C'est une marque mondiale, ils vendent des maillots partout, à travers le monde, l'Asie, le Proche-Orient, etc. Donc oui, pour le business, c'est mieux que... Je suis désolé, mais pour la NBA, ça arrange plus la NBA que Lucas se retrouve à Los Angeles plutôt qu'il se retrouve à Dallas. Et ça arrangeait mieux Dallas aussi que Lucas soit à Dallas pour le merchandising et le business, ceci étant dit. Moi, de cette conf de presse que tu évoques de Pelinka, ce qui m'a le plus frappé, c'est quand même sa veste en cuir. On aurait dit qu'il venait de débarquer en mobilette à l'ancienne. Bref. T'as l'impression qu'il sortait d'un relaunch de Beverly Hills 30 ans après. Que sont-ils devenus, quoi. C'est ça. Théo, j'espère que tu es prêt à sortir l'ardoise ou la tablette. Parce que cette question de Rudy G, c'est pas Rudy Gobert, hein, Rudy G, je ne donne pas les noms de famille. Ouais, a priori, ou alors je me trompe, mais petite question au coach Théo. Étant moi-même modeste entraîneur d'une équipe senior féminine au niveau régional, j'aimerais savoir si Théo arrive à transcrire au niveau amateur des choses qui l'inspirent venant du monde professionnel, que ce soit NBA, Euroleague ou universitaire. S'inspirer est une chose, mais transposer et faire adhérer des amatrices en est une autre. Ma question peut tout aussi bien porter sur un système offensif, un concept défensif, une gestion humaine d'un conflit ou d'une situation de frustration, et j'en passe. C'est cool comme question. Alors la réponse est oui. Ouais. C'est peut-être un coach adverse, attention par contre. C'est possible. Mais non, la réponse est oui. Après, j'ai la chance d'avoir une équipe vraiment assez incroyable en termes de volonté de faire des nouvelles choses, de désapprendre parfois des choses pour en faire de nouvelles. Donc bien sûr, il y a quand même il y a toujours la question de l'adaptabilité. Par exemple, si tu regardes des vidéos YouTube, tu en as 150 qui vont dire voilà un système pour marquer à 3 points. Tu regardes la vidéo, au bout du compte, c'est un système d'Euroleague avec 15 écrans qui finalement atterrit tu termines avec un tir semi-contesté à 3 points. Tu dis en fait ça c'est pas du tout ça s'adapte pas du tout au niveau que nous on connaît. Par contre, il y a des choses oui en termes de moi, je suis pas un entraîneur passionné par les systèmes fermés. J'aime bien les principes de jeu. Et là-dessus, oui, tu peux tout à fait t'inspirer de ce qui se fait au plus haut niveau, parce que c'est des concepts, en fait. Concepts d'occupation de l'espace, de timing, de rythme, d'exécution. Et là, je m'inspire en permanence. Il y a des tas de choses. On en parlait une fois avec Frédéric Yang, qui lui aussi entraîne, est passionné par toutes ces choses-là, mais des concepts assez... modernes, je sais pas si c'est moderne, mais en tout cas qui sont très répandus, des formes de jeu, que ça soit corne, que ça soit zoom, pour ceux qui voient un petit peu ce dont je parle, comment tu peux jouer avec 4 extérieurs à un grand, voilà, ça c'est des choses que tu vois à très haut niveau, que tu peux vraiment utiliser dans des niveaux amateurs. Ça peut être aussi sur des systèmes de touches, des choses comme ça. Moi, ça m'arrive très fréquemment au moins de tester en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, tu peux te servir d'un entraînement pour essayer quelque chose, voir si ça marche, si ça marche pas, si les joueurs et les joueuses sont prêts à être, à te suivre là-dessus. Mais vraiment, encore une fois, je pense que j'ai un luxe énorme, c'est l'état d'esprit de l'équipe que j'entraîne, qui est vraiment incroyable et qui est prêt à tenter des nouvelles choses. Et qui est prêt à y croire, parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que dans ce genre de choses, tu peux pas il faut que les gens adhèrent en fait. S'ils adhèrent pas à ce que tu leur proposes, ça pourra pas fonctionner. Et pour moi, le plus grand kiff toujours, c'est de voir quand des choses que j'ai pu proposer ou dont on a pu parler, quand les joueuses se l'approprient d'elles-mêmes et que d'elles-mêmes elles ont envie de faire, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une défense qui presse, ça peut être une alternance défensive, ça peut être d'annoncer par elles-mêmes des adaptations ou des changements de système, ou proposer même pendant un temps mort de dire non, peut-être qu'on pourrait plutôt faire ça. Moi, c'est mon plus grand kiff, il est là, donc voilà. C'est beau. Ça me fait penser à une situation, ça n'a rien à voir, attention, hein, mais au foot, si tu devais être en moins de 18
Il y en avait un coach, je sais plus, à un moment, il avait une lubie, c'était d'essayer d'imiter les. Je sais plus quelle équipe c'était, mais qui, sur coup de pied arrêté, sur coup franc, avait plein de systèmes différents et marquait tout le temps. Je sais plus qui c'est, mais je sais pas, il s'est mis en tête d'essayer de nous le faire faire. Évidemment, ça marchait pas du tout. Il a essayé pendant 2-3 semaines. Et à un moment, à l'entraînement, il fait bon, ça marche pas, mais je crois que j'ai compris pourquoi. Mais, en fait, vous êtes nuls. Il a dit en fait, j'ai pas les joueurs, j'ai pas les bons joueurs en fait. C'est pas, mais c'est pas la façon d'exécuter, c'est que vous êtes pas bon en fait. Et bon, tout le monde avait rigolé, hein, mais voilà, ça m'a rappelé cette espèce de tentative d'inspiration du monde professionnel qui marche pas tout le temps. Mais par exemple, je donne juste un exemple, moi, un truc qui marche très bien, c'est un principe d'alternance défensive que j'ai repris à Spolstra et au Heat et qui marche très bien. Donc ça demande simplement un petit peu d'envie de perturber l'adversaire. Mais il y a des choses comme ça, voilà, après faut les adapter. Mais ouais, moi je regarde. De toute façon, ça a toujours été mon principe, même au piètre niveau auquel j'ai joué en tant que joueur, c'était de regarder ce qui se faisait au meilleur niveau et après d'essayer d'adapter à moi mes faibles capacités. Mais il y a des choses, encore une fois, je donne juste cet exemple, mais que gamin, je comprenais pas pourquoi quand il allait vers sa droite, Reggie Miller sortait sa jambe droite au moment du tir. Et je comprenais pas pourquoi il tendait sa jambe droite et c'est à force de... je me suis dit, ah bah si, en fait, c'est pour rééquilibrer, c'est pour pouvoir remettre ses épaules face au cercle en allant vers sa droite, c'est pour aussi garder de la distance avec l'adversaire. Donc moi, j'ai jamais, bien sûr, je suis à des années-lumière d'avoir le niveau de Reggie Miller, mais c'est quand même quelque chose que j'ai pu implémenter, toute proportion gardée dans mon jeu. Et donc moi, je suis toujours pour regarder ce qui se fait au meilleur niveau et puis essayer de l'adapter au niveau au commun des mortels, quoi. Question de Quentin D. Concernant... ma question, avec la semaine particulièrement mouvementée qui vient de s'écouler, donc c'était juste après la trade deadline, je me demandais s'il existait une valeur officielle qu'un tour de draft pouvait avoir. Mettons qu'un échange entre deux joueurs soit considéré, seulement l'écart entre les deux contrats, avec seulement l'écart entre les deux contrats. Attends, j'essaie de bien reformuler la question parce que Mettons qu'un échange entre deux joueurs soit considéré, seulement l'écart entre les deux contrats est tel que l'une des deux équipes devra ajouter des tours de draft. Qui décide de la valeur de ces derniers et comment? Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas mal au doigt mouillé et qu'aucune cohérence n'existe vraiment. Bah ouais, il n'y a pas de valeur officielle en fait. Ouais. Simplement, une fois que t'en as trop échangé, je crois que maintenant la Ligue, quand même, pour protéger c'est quand même assez magnifique. Hein. La Ligue, régulièrement, dans les nouveaux CBA, mettent des règles pour protéger les franchises d'elles-mêmes, en gros. Donc, je crois qu'il y a des limites. Tu peux plus échanger. Deux années consécutives, tu peux pas. Voilà, mais ça. Tu peux mettre un swap. Il y a un loophole, en fait. Tu peux mettre un swap entre les deux. Ouais. Sinon, les mecs continueraient d'en mettre systématiquement. Donc, mais non, je crois pas qu'il y a. C'est la loi du marché simplement, mais il n'y a pas de. Tu peux pas non plus, je crois, sur plus de 7 ans à l'avance, parce que pareil, il y en a qui mettraient leur choix de draft 2057 dans le lot. Hein. Mais toutes les franchises n'accordent pas la même valeur autour de draft de toute façon. Les gros marchés, tout ça, historiquement, les équipes qui savent qu'elles peuvent recruter des free agents sur leur nom ou sur leur marché. Historiquement, elles ont quand même moins d'attache au tour de draft, mais bon. Puis les tours de draft eux-mêmes n'ont pas tous la même valeur entre eux, parce qu'un tour de draft des Hornets, ça vaut pas la même chose qu'un tour de draft des Celtics, et ainsi de suite. Il y a les protections, il y a des espèces de jurisprudence. Des fois, tu sais que si une superstar est échangée contre 4 picks, ça donne un peu une espèce de vibe. Tu vois, un truc à demander dans les négociations, tu peux dire, bah attends, tu vas pas me donner que 2 picks, alors que eux, ils en ont donné 4 pour tel mec, tu vois, ça peut créer un truc, mais de toute façon, tout a été déréglé, parce qu'un certain Nico Harrison, il a pris un seul pick en l'échange de Luka Doncic. Donc à partir de là, ça te montre que l'été, 6 mois avant, les Knicks, ils en ont lâché combien? 4 ou 5? 5, je crois, pour Michael Bridges. Pour Gobert, c'est pire. Ouais, pour Gobert, 4 picks, 5 joueurs, je crois. Et 5 picks pour Michael Bridges. Voilà, puis après, un pick pour Luka Doncic, plus Anthony Davis et Max Christie, évidemment. Mais
Et j'irais jusqu'à dire que ça dépend aussi de quelle est l'équipe qui récupère le choix de draft, parce que finalement, si t'es les Spurs ou le Heat, des équipes qui draftent très bien et qui savent aussi faire travailler Ouais. des joueurs qui n'ont pas été draftés haut, mais pour en faire des joueurs, alors pas forcément des stars ou des superstars, c'est pas ça la question, mais juste un joueur que tu peux aligner dans ta rotation, voilà, la valeur d'un pick dépend d'énormément de facteurs au bout du compte. Question de Christophe. Denver possède un joueur incroyable en la personne de Nikola Jokic. Pour autant, celui-ci n'a jamais eu aucun All-Star dans son effectif et cette saison, le banc des Nuggets est faiblard, en tout cas pas au niveau d'un champion selon moi. Constatant l'attentisme du front office des Nuggets à la trade deadline, Jokic ne devrait-il pas, comme d'autres stars, taper du poing sur la table et demander que son front office se bouge? C'est quand même dommage de ne pas profiter du prime d'un joueur aussi fort. D'autres franchises et proprios se saigneraient pour le mettre en position de remporter d'autres bagues et Jokic n'est pas idiot, il doit bien se rendre compte. Alors question corollaire, d'après vous, Jokic sera-t-il encore chez les Nuggets d'ici 2 ans? Oui, par contre, il l'a fait un peu de se plaindre, hein. Alors il l'a pas fait comme d'autres stars, il a pas boudé, mais il y a eu un peu de tension. Et il y a toujours sans doute même un peu de tension du côté des Nuggets. On sait que Calvin Booth, il avait fait des paris qui n'ont pas payé à l'instant T, mais qui payeront peut-être à un moment. Le banc, le banc, il est pas fou, mais par contre, ne pas se renforcer à la deadline. En fait, c'est toujours une question de quelles sont les opportunités qui s'offrent à toi. En fait, c'est pas aussi simple que de dire bon bah c'est la deadline, je vais me renforcer. Tu es obligé de prendre en compte les 29 autres équipes, le poids des négociations, ce que tu as comme asset, ce que tu as de disponible, qu'est-ce qu'on te demande en échange du joueur que tu aimerais éventuellement recruter pour te renforcer. Tu vois, moi je trouve ça pas fou que les Nuggets par exemple n'aient pas à tout prix sacrifié Michael Porter Jr. Ça dépendait évidemment de ce qui se présentait comme opportunité, mais pour aller faire des trades qui peuvent être parfois incertains, ils ont quand même le meilleur joueur du monde, ils ont quand même un 5 majeur qui tourne très très bien. Il n'y a pas un super banc, donc il faut espérer surtout que tu ne sois pas blessé, mais la rotation à 8, qui est pour moi celle qui compte le plus, elle est quand même pas non plus trop mauvaise. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle n'est pas dégueulasse. Un trade, c'est pas toujours la meilleure optique. Par contre, oui, cet été, j'imagine que Nikola Jokic, à un moment, il vaudra quand même qu'il y ait du recrutement. Mais même si ça venait à pas être le cas, je vois pas Nikola Jokic un jour dire bah non, mais moi je veux partir à tous les coups, là ça me va plus, tu vois. Je pense que c'est pas forcément dans sa nature. Après, on verra, peut-être que je me trompe, mais de toute façon, lui, je pense qu'il croit en cette équipe, en fait, tout bêtement aussi, hein. Je pense que lui, il regarde même pas à se dire qui est All-Star, pas All-Star. Parce qu'ils s'en cognent, quoi. Il se dit, bon, est-ce qu'on est fort ou est-ce qu'on n'est pas fort, tu vois. Et en début de saison, il a dû se dire, on n'est pas assez fort. Mais bon, ça progresse. Ouais, je partage tout à fait ce que tu dis. Moi, je ne le verrais pas exiger son trade, du moins pas à ce stade de sa carrière. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Quelque chose peut-être qu'on sous-estime aussi parfois chez certains joueurs comme Jokic, c'est aussi la confiance en eux. En fait, moi, je pense que Jokic, dans sa tête, il se dit, mais pas de manière arrogante, mais il regarde, il dit, ouais, mais moi, je suis là, en fait. Donc moi, je peux emmener cette équipe, je l'ai déjà emmené jusqu'au titre. Pourquoi je pourrais pas le refaire et je le vois plus avec ce type d'attitude et de personnalité-là. Et je te rejoins complètement, Antoine, sur le cas de Michael Porter Jr. C'est vraiment la saison là où il est vraiment très bon cette année. Et je pense que c'est aussi pour ça, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, là, que les autres franchises ont la rage. Parce qu'en fait, si Denver avait su que peut-être tu pouvais récupérer Luka Doncic comme plein d'autres équipes, les Mavs, ils auraient eu plein de packages. Et je suis pas sûr que celui des Lakers aurait été le plus attrayant du tout, quoi. Alors, voilà, les Nuggets n'auraient pas forcément eu raison de se déplumer plus que de raison, parce que voilà, leur fenêtre, c'est maintenant. Mais... ouais, dans le cas des Nuggets, moi je serais étonné que Jokic demande son trade. Je pense que cette équipe, l'air de rien, elle a une vraie chance, hein. T'en parlais dans un CQFR cette semaine, Antoine, mais je pense qu'elle a une vraie chance elle a raison d'être ambitieuse cette année encore. Et cet été, on verra, hein. C'est pas impossible quand même. Effectivement, faut qu'il y ait des choses qui bougent, mais je sais pas si ça devait être au point de sauter sur n'importe quelle occasion, se précipiter, alors que cette année, il y a quand même une chance il y a quand même un coup à jouer cette année. Je trouve que ça va pas avec sa personnalité, en tout cas comme je l'imagine. Je pense qu'il est très famille, il veut être tranquille. Je ne veux pas se dire, allez, on emmène toute la famille et on part. Sauf s'il n'a pas le choix, évidemment, comme Doncic, hein, mais je pense qu'il est très content à Denver, que
Pour les mêmes raisons que vous avez évoquées, il n'a pas l'intention de partir. Alors évidemment, s'il y a du foutage de gueule, s'il se met à trader Jamal Murray, Michael Porter Jr. contre des futurs picks et qu'il n'y a pas de joueurs compétitifs, et peut-être qu'il va râler, mais je pense que ça n'a pas que sa personnalité. À mon avis, c'est typiquement le genre de joueur à la Dirk Nowitzki qui va faire toute sa carrière sauf si on décide à sa place, mais qui fera toute sa carrière dans la même franchise NBA. Ouais, j'ai une autre question d'ailleurs. Quand est-ce que c'est un marché en fait qu'un joueur tape du poing sur la table, exige un trade, que le trade se fasse et qu'il soit champion dans la foulée en fait? Ça arrive quasiment. Enfin moi j'y réfléchissais, je trouvais pas d'exemple en fait. Le seul qui me venait en tête c'était le trade d'Anthony Davis, mais en fait on savait que ça allait se faire depuis. Et c'était dans les plans même de des Lakers depuis 2 ans au moins. Donc c'était pas simplement que LeBron a dit j'en ai marre quoi. J'ai l'impression que c'est... Enfin, regarde ce qui s'est passé aux Nets, ce qui s'est passé aux Rockets, ce qui s'est passé... Il y a tellement de contre-exemples où tu vois bien que ça fonctionne pas. Même ce qui s'est passé aux Bucks, en fait, on peut même mettre cet exemple pour l'instant. Ça marche pas, en fait, ce mode de fonctionnement. Ouais. Question de... Alors, on reste sur les Nuggets. Question de Nico Narvalo. Désolé, car je ne me souviens pas de qui, mais l'un d'entre vous kiffe Jamal Murray, qu'il trouve super sympa, alors que je me souviens d'avoir entendu les copains de First Team dire le contraire, au point de l'avoir cité comme le joueur le plus antipathique de la ligue. J'avoue que j'ai du mal. Moi, je trouve méga cool. Ouais, okay, c'est pour toi alors du coup. J'avoue que j'ai du mal à comprendre que vous puissiez avoir une opinion aussi diamétralement opposée du même joueur, même si c'est hors basket. Je peux comprendre que l'expérience d'une rencontre puisse être différente en fonction du contexte et de l'humeur du joueur. Alors, ce bon vieux Jamal est-il la réincarnation basketballistique de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ou celle de Charles Ingalls moins la chemise de bûcheron, la charrette et les 15 gosses? Plus sérieusement, a-t-il à votre connaissance plutôt la réputation d'être un mec très sympa ou d'être un horrible connard? Serait-il cyclotimique aussi bien au niveau du jeu qu'au niveau de la personnalité? Antoine, je te passe la parole parce que tu es le seul à l'avoir j'ai rencontré 2 fois, moi. 2 fois, et les 2 fois, j'ai eu la même impression. Après, juste pour le côté connard, c'est marrant parce qu'il a eu cette image auprès d'autres joueurs. D'autres équipes plutôt. Je sais pas si vous vous souvenez, les Lakers le détestaient. C'est avant même que les Nuggets soient champions. Hein. Ça remonte à des trucs genre même dans la bulle, je crois. Je crois que les Nuggets, ils jouent les Lakers dans la bulle, non? Ils font finale de conférence contre les Lakers dans la bulle. Je crois que c'est où ils font ils jouent contre les Lakers dans la bulle. Ils sont revenus de 2 séries où ils étaient menés les Nuggets pour aller jusqu'en finale de conf, effectivement. Ouais. C'est ça, et je pense qu'ils jouent les Lakers du coup après. Oui, et déjà là, il avait cette image de connard un peu. Jamal Murray, les mecs le détestaient. Moi, après, ça, oui, pour faire sim, je sais pas. Moi, je l'ai rencontré 2 fois. D'abord dans un cadre à Barcelone où il faut dire qu'il y avait Andrew Wiggins, qui d'ailleurs est présenté par Steve Kerr comme un mec génial et tout, un mec en or, ultra souriant. Il y a beaucoup qui disent ça. Moi, quand je l'ai rencontré, c'était genre, tout le monde disait, mais quel connard. Mais quand je te dis tout le monde, c'est même les mecs d'Adidas, tu vois. C'est vraiment tout le monde, mais c'est quoi son problème, tu vois. Et juste derrière, il y avait Jamal Murray et c'était pas encore une star à ce moment-là. Donc en plus, pareil, moins d'intérêt pour lui et tout, et super cool. Et la deuxième fois, c'était à Paris, à Porte de la Villette. Franchement, ils avaient inauguré un terrain Adidas. Non, mais tu sais, c'était vraiment l'endroit Porte de la Villette collé à Pantin et tout. Et c'est tout le monde. En fait, c'était Joel Embiid et Jamal Murray qui venaient. Mais donc, tout le monde s'intéressait à Embiid, tu vois. Et Murray, personne ne le calculait. Et je dois être un des seuls qui allait l'interviewer. Et du coup, on était vraiment, mais je te dis, avec tout le monde qui passe autour, personne qui le calcule. Il y avait sa femme, enfin sa meuf, et je sais plus si c'était ses parents lui ou les parents de sa nana. Tu vois, c'était vraiment en mode en famille, tu vois. Et vraiment très très cool, très marrant, normal, en train de parler avec toi même au-delà de l'interview, tu vois. J'ai trouvé vraiment 2 fois super sympa, moi, Jamal Murray. Mais c'est des trucs tellement courts que évidemment, quand je dis je le trouve cool, dans le fond, je le connais pas, tu vois. J'ai aucune idée vraiment de sa personnalité, mais sur ces 2 petits moments, je l'ai trouvé très, très marrant, très sympa. Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, je me rappelle d'un article que j'avais lu, c'était juste après ça. Il avait été drafté depuis pas longtemps. Et là, le journaliste racontait que le moment où il était allé le voir à Kentucky, c'est Kentucky, hein, je me trompe pas, ouais, Kentucky, ouais. Il y avait un scout en fait, il y avait un scout NBA qui voulait lui parler après, et qu'à la fin de son entraînement, de toute façon, l'entraînement s'était terminé et Jamal Murray il faisait de la méditation après tous ces entraînements là. C'est un mec qui a quand même été programmé pour le sport de haut niveau depuis tout jeune par son père là. Et en fait, le scout disait qu'il était étonné qu'il soit pas venu.
qu'il n'ait pas remis à plus tard en fait son petit passage de méditation, qu'il n'ait pas cassé sa routine juste pour aller parler avec le scout. Et après dans l'article, il développait justement tout ce côté-là que voilà, puis c'est un mec qui a des process, que quand c'est l'heure de faire telle chose, bah, il fait telle chose, etc. Qui est un petit peu voilà, très concentré sur ce genre de choses. Donc, en fait, je peux comprendre qu'en fonction du moment, en fonction des sollicitations que tu as eues dans ta journée, de comment ça s'est passé, que tu puisses avoir deux avis différents entre celui d'Antoine et celui visiblement des gars de First Team. C'est pas impossible, en fait. Ça dépend beaucoup du contexte. Les vrais, il y a des mecs qui arrivent à avoir une humeur égale, qui soient en sortie d'un match pourrave ou quand tu les croises dans la rue. Eux, c'est les vrais gentils, entre guillemets. Il y a quelques exemples, mais moi, je suis tombé sur des mecs qui après étaient très sympas, mais qui dans un autre contexte, genre typiquement, je le dis à chaque fois, mais genre Yanis au début, c'était sans doute une part de timidité, une part de malaise en anglais, parce qu'il maîtrisait pas encore très bien, mais il dégageait pas quelque chose de très très sympathique. Et il y a plein de joueurs comme ça, mais c'était aussi dans le cadre de son métier, c'était un peu particulier. Je pense que ça dépend vraiment. Et les mecs qui m'ont semblé incroyablement stables, constants, même après, que ce soit après un match dur ou en interview en marge d'un match, genre Dirk Nowitzki, Steph Curry, t'as l'impression qu'ils sont comme ça au quotidien dans leur vie et que tu peux pas ils peuvent pas être mauvais, quoi. En fait, c'est presque à ce point-là. Mais Murray, Ouais. Murray, j'avais fait un conf call avec lui sur sa deuxième saison, je pense. Je trouvais qu'il était. C'est souvent un exercice qui saoule les mecs, hein, ça, attention. Hein. Bah Quand ouais, il c'est le sûr. faisait avant, C'est conf call avec l'Europe, ils sont en décalé. Là-bas, il est genre 9h du matin. Je me souviens d'une fois avec Doncic, notamment, sa saison rookie. Et c'est Maxi Kleber qui était avec lui, qui avait répondu à toutes les questions. Doncic, il répondait 3 mots, ça le saoulait. Typiquement, voilà, parce que c'est pas un exercice qui lui plaît. Mais, et Murray, il était plutôt sympa, plutôt cool. Donc, ouais, j'ai pas de. Mais j'imagine que les gars de First Team ont eu une rencontre en live avec lui. Il y a eu un truc qui a fait que c'est pas passé, quoi, je pense. C'est tout simplement ça. Après, faut bien savoir que dans le cadre, parce que j'imagine que pour Jamal Murray, là aussi pour les gars de First Team, ça devait être dans le cadre d'une promo tournée, une tournée de promo, pardon, pour son équipementier. Faut se mettre un petit peu dans la peau des gars. Hein. Ils font le tour du monde, ou le tour d'Europe, ou le tour d'Asie. Enfin bref, c'est quand même des road trips assez longs. Tu fais 2 jours, boum, tu prends l'avion, tu repars. Et à chaque arrêt, tu vas tomber sur, en gros, les mêmes questions d'un panel de journalistes ou d'intervenants que tu n'as pas choisi, donc tu n'as aucune idée de qui c'est. Parfois, certains peuvent être hyper pertinents comme Shai Antoine ou First Team. C'est des gens qui connaissent le basket, mais on le sait très bien. Nous, des fois, on le voit en fait. Les gens avec qui on est, on dit mais pourquoi il y a ce mec-là, ou un mec de presse généraliste, où c'est tombé sur lui. En fait, il est au service des sports de telle chaîne de tel pays. On dit bon tu vas poser des questions à machin. C'est à peine qui c'est, quoi. Il pose des questions à la con. Tu dis mais vous auriez dû me donner son temps de parole. Le joueur, il aurait plus kiffé. On lui aurait posé des questions personnelles. Ça, faut bien se rendre compte que ça joue. Et puis les gars, encore une fois, ils sont pas dans leur pays. Ils tombent face à aussi des gens avec un anglais qui est fluctuant en fonction du niveau de chacun. C'est fatigant. Et pour avoir eu l'occasion de faire la même chose avec des artistes, en fait, pour des musiciens qui viennent, ou encore pire, au téléphone, ça se faisait beaucoup, là, des phoneurs. Les mecs, en gros, il est dans un bureau, il enchaîne 15 appels de suite de 10 minutes avec des gens, il sait pas qui c'est, etc. La plupart vont lui poser exactement les mêmes questions. Je pense qu'à un moment, tu dis, ouais, moi j'ai faim, en fait, j'en ai marre de répondre à ces questions. J'ai envie d'aller manger, j'ai envie d'aller me poser dans ma piole. Ça, je comprends complètement, quoi. Et une petite dernière question pour cette semaine qui concerne l'All-Star Game qui sera donc qui a commencé à l'heure où vous écoutez ça. C'est une question de Kevin qui nous dit « Je ne suis pas fan du nouveau format du All-Star Game, mais la NBA a le mérite d'essayer quelque chose. La team Chuck a un très fort accent reste du monde avec Donovan Mitchell comme seul américain pur jus. S'agit-il pour vous d'une tentative à petite échelle pour tâter le terrain avant d'adopter franchement ce format? Et sinon, dans le concours l'épine des idées pour rebooster l'événement, je verrais bien un retour d'un duel Est-Ouest avec comme récompense l'avantage du terrain pour la finale NBA
pour l'équipe sortant de la conférence gagnante. Comme une majorité des joueurs All-Star sont dans des équipes candidates au titre, on pourrait imaginer que cela les motiverait pour qu'on ait un vrai match. Que pensez-vous de cette idée? Je suis pas du tout d'accord. Déjà, parce qu'au final, il n'y a pas une majorité des joueurs All-Star qui sont dans un candidat au titre, parce qu'il y a peu de candidats au titre. Il y a très peu de candidats au titre. Donc, en fait, il y a une minorité des joueurs All-Star qui sont concernés par cette règle. Et du coup, ça fausse la saison régulière. Si t'es le Thunder ou les Celtics, mais pourquoi comment dire, tu vois, quel est l'intérêt de se saigner pendant la saison pour qu'en fait l'avantage du terrain total il est décidé sur ce match où il y a des joueurs des Bulls, des Kings, tu vois, des équipes comme ça, et même d'ailleurs ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils en ont à secouer du coup du All-Star Game? Ça, tu vois, ça relance l'intérêt. Pourquoi? Pour 4-5 mecs sur les 12 de chaque équipe. Moi j'aime pas du tout cette idée. D'ailleurs je crois que c'est la MLB qui l'a fait, qui a très très vite abandonné. Je sais plus si c'est la MLB, je sais plus quelle ligue. Il y a une ligue américaine qui a essayé ça et qui a tout de suite abandonné, qui a dit non, c'est pas une bonne idée. Puis en plus, si t'es coach, enfin je sais pas, ça peut pousser à moins faire jouer certains joueurs que d'autres. Je trouve que c'est une très très mauvaise idée. Désolé pour l'auditeur, hein, c'est pas contre toi, mais moi j'aime pas du tout cette idée. Et pardon, c'était quoi la question sur le format? C'était Est-ce que c'est un test avant de vraiment mettre Ah oui, ça pour le international vs USA, c'est marrant parce que ça, pareil, au final, moi j'étais un peu partisan parce que là, pour le coup, je pense qu'il y aurait un peu d'enjeu, tu vois. Les mecs auraient envie de gagner, mais pareil, au final, c'est une mauvaise idée. Tu as 70% des joueurs de la ligue, ils sont américains. Tu vois, c'est ce que disait Adam Silver quand la question lui a été posée à Paris. Il dit mais ça, on peut pas le faire en fait. Parce que du coup, tu vois, du coup, Bogdanovic, il devient All-Star chaque année parce qu'il te faut un arrière parmi les internationaux. Mais dans le même temps, tu as à la fois Tyrese Maxey, Trae Young, tous, ils sont tous cut. Et alors, on voit déjà comment ils réagissent quand ils se font snobber. Quand ils se font snobber selon eux, tu vois, il y a plein d'Américains qui vont rester sur le carreau parce que tu dois choisir 12 quinries et 12 internationaux. Il n'y a pas l'équilibre. En fait, il n'y a aujourd'hui pas cet équilibre qui permet de faire ce format. Et j'aurais envie de te dire, à la limite, c'était pas très grave si le statut de All-Star n'avait pas d'importance. Mais aujourd'hui, le statut de All-Star, il a une importance. On voit les joueurs, déjà, on les classe à travers ça. On dit, ouais, mais regarde, lui, c'est un All-Star quand même. Regarde, tout à l'heure, il y avait une question sur les Nuggets. Ouais, les Nuggets n'ont jamais eu de All-Star. Tu vois, comme Jamal Murray n'a jamais été officiellement All-Star, on dit Jokic n'a jamais eu de All-Star. Là, il y a tout un truc avec ce statut. Il y a des contrats liés à ça. Tu as des primes, etc. si tu es All-Star. Donc, vu que ça compte le statut, bah, tu peux pas faire un truc qui va fausser la sélection. Donc, je suis pas contre cette idée non plus. Je pense qu'en fait, le All-Star Game, effectivement, la NBA a du mérite à avoir essayé de le relancer, mais en fait, il faut le prendre comme il est. C'est un match de gala. Pardon, je vais faire long, je sais, en plus, pourtant, c'est moi qui suis pressé, mais il y a un truc à une époque, et je crois que Théo, tu l'avais déjà abordé. À une époque, à l'époque où le All-Star Game était un peu plus compétitif, il faut le reconnaître. Les joueurs All-Star, il y en a un paquet. En fait, c'était très dur de suivre la NBA à cette époque. C'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui, même aux États-Unis. Tu n'avais pas forcément autant de matchs diffusés. Il n'y avait pas les histoires des chaînes locales, etc. Donc, il y avait des mecs, quand ils arrivaient au All-Star Game, c'était leur seul moyen de se montrer. Et on s'est d'accord que quand tu te montres, c'est comme ça. Il faut comprendre, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas les réseaux sociaux. Il faut vraiment essayer de se plonger dans l'époque. Et de se montrer, c'est important parce que c'est comme ça que tu vas aller négocier des contrats. Tu as besoin de te montrer. Ça se trouve, même les GM de la Ligue, ils ne regardaient pas tous les matchs, tu vois. Ils avaient en tout cas certainement pas autant de facilité pour regarder tous les matchs. Et du coup, le All-Star Game, il y avait un intérêt vraiment à jouer dur. Aujourd'hui, moi, je les comprends presque, les joueurs, en fait. Quel intérêt? Tu vois, l'intérêt financier, il n'y en a pas. Donc le match aujourd'hui, il a moins de saveur. Effectivement, faut le prendre comme il est. Et je suis pas sûr qu'il y ait un format qui puisse le sauver. Tout dépendra des joueurs. Peut-être que Wembanyama va être le visage d'une espèce de génération qui décide, non, mais moi je veux jouer dur parce que Wembanyama, il aime bien le faire le compétiteur. Tu vois, c'est un peu dans son ADN. Je pense que ça lui plaît. Tu vois, il y a un truc, ça le motive. Si lui, il arrive à entraîner les autres vers le haut, tant mieux. Et sinon, écoute, c'est un match de gala. Après tout, faut jamais oublier ça. C'est un match de gala, quoi. Mais c'est vrai qu'avant, c'était pas simplement un match de gala, c'était ce que tu as dit, c'était quand même la consécration d'une carrière. C'était de dire, tu appartiens à cette classe de joueurs, tu vas pouvoir jouer avec eux, tu vas pouvoir jouer contre eux. Et il y avait cet aspect dont tu parlais, Antoine, et qui est hyper juste, de se dire, non, je vais montrer justement au reste du monde que j'ai le même niveau que ces gars-là, quoi. Et donc, quand, je sais pas, tu vois, un Mitch Richmond ou un Glenn Rice, quand c'était un petit marché qui se retrouve à jouer le All-Star Game, ouais, ils veulent prouver, quoi. Ils veulent prouver qu'ils sont aussi bons que d'autres joueurs qui sont dans des gros marchés et qui
et qui sont plus médiatisés. Pour le truc étranger contre le reste du monde, contre la NBA, pardon, vu le climat actuel, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour que ça se passe de manière sereine. Je pense qu'il y a suffisamment de clivage déjà. Moi, j'en reviens au même truc, en fait. Ça peut venir que des joueurs. Ça peut venir que des joueurs. C'est cool de tenter des formats. Celui de cette année, il a le mérite d'être très différent. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais au bout du compte, ça peut venir que des joueurs et de leur volonté de gagner. Et je pense que si ça doit repartir, ça ne peut partir que d'eux. Il faut qu'il y ait un match référence, en fait. Une année où une équipe sera concertée et se sera dit, cette année, on va jouer pour de vrai. Et voilà. Après, je suis d'accord avec toi, Antoine, là, sur le donner l'avantage du terrain. Je vais dire même, je vais pas faire le mec parano, mais finalement, les plus grosses rivalités, elles sont au sein d'une même conférence. Donc, imaginons que tu sois... alors les Knicks là sont plutôt bien partis, mais imaginons Indiana-Boston en fait. J'invente un scénario où il y a eu 2 matchs qui se sont mal passés dans la saison. Indiana est 6e, mais ils ont quand même un All-Star qui est Tyrese Haliburton. Est-ce que si tu es Tyrese Haliburton, tu as envie de te dépecer pour que les Cavs ou potentiellement Boston aient l'avantage du terrain en finale? Je pense que tu n'en as rien à foutre en fait. C'est ce que tu disais. Tu dis bah non, c'est pas mon problème quoi. Limite, je pense que ça peut plus poser de soucis en interne ou d'espèces de compliquer les choses. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Je pense que sinon c'est simple, que les gens arrêtent de regarder en fait. Si ça leur plaît pas du tout, que les audiences plongent et qu'ils disent bah non, mais nous ça nous intéresse que si les mecs jouent, et puis voilà quoi. Elle baisse d'ailleurs. Pour ce qui est de la possibilité de voir que la NBA veut encourager la réunion des internationaux et tout ça, on notera quand même que la draft supposément naturellement organisée là, avec Barclay et compagnie, c'était clairement, ils avaient clairement des consignes, parce que tu as l'équipe internationale, l'équipe des vieux et l'équipe des jeunes. Ils ont tous des rosters parfaitement constitués. Donc, je pense que la NBA est peut-être pas contre encourager le côté international, mais bon. Bref. Voilà pour cette semaine, messieurs. Merci d'avoir répondu. On fera peut-être un petit bonus à un moment, parce que vous aviez énormément de questions, mais on était un peu pressé par le temps. Yes, effectivement, c'est de ma faute, mais promis, il y aura une session, peut-être une session de rattrapage, mais au pire, ça sera samedi prochain. Et nous, de toute façon, on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. On débriefera justement le week-end du All-Star Weekend. Et le week-end du All-Star Weekend, ça a du sens. Et dimanche, il y aura le Hoop Culture, n'oubliez pas, avec Théo et Pierre Armand. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao les gars. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.